Je le vois. Au loin. Non, non, tout près de nous. Où? Oh! Je l'entends! Sous le silence de l'environnement. Oui, oui, je l'entends marcher vers nous. Il fait trembler les branches sous le vent puissant. Écoutez. Non, j'ai peur. Est-ce qu'on peut partir? Non! Il faut l'attraper, ce monstre. Il court vers nous! Au secours! Au secours! Chut! Il a disparu. Sous les hurlements d'Elodie, d'un clin d'œil. Mais où est cette bête? Je sais pas. Oh, je le vois, tout près de nous. Oh non, au loin. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. L'épisode d'aujourd'hui sera dédié à l'exploration de la cryptozoologie, une pseudo-science axée sur les bêtes mythiques. Plus précisément, la cryptozoologie est l'étude des créatures dont l'existence n'a pas été scientifiquement prouvée à ce jour. Aujourd'hui, cette pseudo-science est le sujet d'un grand débat. En effet, elle laisse place à un conflit qui met la science du vivant contre les croyances mythologiques, ce qui nous permet de l'aborder à bras ouverts sur cette balado-diffusion. Donc, pour vous éclairer sur le concept de la cryptozoologie, moi, Krish Marino, ainsi que Maxence Vigneault et Élodie Vigneault, ici présents, allons commencer par vous présenter les grandes lignes de cette pseudoscience. Nous aurons également la chance d'accueillir certains intervenants au nom de Ahmed Chabouni et Nicolas Tremblay, qui nous présenteront leur vision du concept. La cryptozoologie trouve ses origines dans l'ethnologie et le folklore, s'inspirant des récits traditionnels et des témoignages populaires sur des créatures mystérieuses. Contrairement aux sciences naturelles, qui s'appuient sur des preuves tangibles et des méthodes rigoureuses, la cryptozoologie repose sur des légendes transmises au sein des cultures du monde. Des histoires de bêtes étranges, comme le Yéti en Himalaya ou le monstre du Loch Ness en Écosse, ont alimenté l'idée qu'il existerait des espèces inconnues échappant à la science. Plus récemment, avec l'apparition d'Internet, on aperçoit un phénomène de vidéos virales qui sème le doute quant à l'existence de monstres inconnus. On peut trouver, sur le web, plusieurs enregistrements qui montreraient des bêtes inconnues dans la nature. Ces vidéos, souvent de mauvaise qualité et parfois truquées, aident les supporters de cette pseudo-science à prouver que certains monstres, comme le Bigfoot par exemple, existent réellement. C'est fascinant tout ça. Y en a-t-il un de vous qui sait vers quelle période de temps cette pseudo-science est apparue? Certainement. Dans les environs du 20e siècle, la pseudoscience a pris forme dans les environs des années de 1950 où un livre a été publié à son égard. Même si le concept des créatures mythiques date de longtemps vers l'Antiquité, elle était seulement basée sur des croyances religieuses. Par le développement scientifique, le développement de la pseudoscience a pris de l'ampleur à son tour, et c'est dans cette direction que la cryptozoologie a émergé. Mais si ce concept existe depuis quelque temps, pourquoi certains ne le considèrent pas comme une science, mais plutôt comme une pseudo-science? À première vue, elle semble adopter une approche scientifique en collectant des témoignages et en menant des expéditions pour trouver des preuves de l'existence de ces créatures. Comme si les experts étaient des archéologues qui cherchent des fossiles, par exemple. Cependant, en regardant de plus près, on constate que la cryptozoologie ne respecte pas les principes fondamentaux de la méthode scientifique, ce qui en fait une pseudoscience. Tout d'abord, la méthode scientifique repose sur la formulation d'hypothèses testables, la reproduction des résultats et l'examen rigoureux des preuves. La cryptozoologie fonctionne généralement à partir des récits anecdotiques et des traces supposées laissées par ces créatures, sans que ces éléments ne puissent être validés de manière indépendante. Contrairement à la zoologie, qui s'appuie sur des observations vérifiables et des preuves matérielles solides, comme des ossements, l'ADN ou des fossiles, la cryptozoologie ne produit que des indices vagues et invérifiables. C'est par ce fait qu'on peut affirmer que la cryptozoologie n'est qu'une pseudoscience. C'est bien vrai. Et maintenant que j'y pense, les nombreuses vidéos de Bigfoot étaient toutes floues et comme pas claires. Clairement, ça aurait pu être un ours ou quelque chose qu'on sait qui existe à 100%. Ouais, je pense que tu as été piégé. En même temps, je peux pas te blâmer, ce genre de vidéo reçoit énormément d'attention car les gens sont naïfs sur Internet. C'est clairement pas correct de profiter de ça, de falsifier des informations pour faire des vues. Très vrai, il a dit. En plus, ce concept peut poser un problème sur le plan social pour multiples autres raisons. L'idée de propager des informations sur des créatures non existantes, sans preuve tangible, peut facilement alimenter la propagation de fausses nouvelles. Ceci peut ainsi devenir problématique sur le plan social, puisque la recherche scientifique est censée être accessible au peuple dans un élan d'informer la société. Le fait d'accorder de l'importance à une fausse science enlève parallèlement de la crédibilité au domaine de la zoologie, un domaine reconnu qui ne cesse de faire des avancées. Donc, nécessairement, la propagation de cette pseudoscience peut entraîner des conséquences péjoratives sur le plan scientifique, donc social, puisqu'on ne sait pas ce qui découle d'une vraie ou d'une fausse nouvelle. C'est exactement ça.
Aussi, la propagation de ces fausses nouvelles dans les médias va à l'encontre non seulement de la crédibilité des scientifiques reconnus, mais a aussi comme effet de complexifier la distinction entre les pseudosciences et la vraie science. La popularité et l'attention médiatique ont tendance à être pris comme des indices de vérité, ce qui est clairement néfaste en termes d'information. Maintenant que nous comprenons mieux cette pseudoscience, parlons à Ahmed Chabouni, étudiant au collégial Sainte-Anne, de ce qu'il pense de la cryptozoologie et des créatures mythiques. Merci Ahmed de venir sur notre chaîne de balado aujourd'hui. Donc, premièrement, que penses-tu de la cryptozoologie? Ah, évidemment, j'ai vu plusieurs vidéos en ligne qui témoignent de bêtes qui ont été vues dans les montagnes. OK. Et donc, crois-tu que ces créatures existent réellement? J'ai toujours été fasciné par la science. De plus, le fait d'étudier dans le domaine m'a fait comprendre que c'est important de vérifier ses sources et d'avoir de la rigueur dans ses recherches. Quoique c'est difficile d'ignorer le zèle autour de ces histoires célèbres, je refuse d'affirmer que j'y crois à 100%. Donc, merci Ahmed, très intéressant. Content d'entendre que tu n'es pas fait tomber dans le piège, car même si nous supportons que la cryptozoologie est une pseudoscience qui n'est pas fondée, l'idée de monstres inconnus est quand même séduisante et épeurante. Donc, merci Ahmed d'être venu aujourd'hui sur notre chaîne. Donc, ensuite, nous allons prendre une seconde opinion en posant la même question à Nicolas-Édouard Tremblay, étudiant en sciences humaines au collégial Sainte-Anne. Donc, bonjour Nicolas, bienvenue sur cette balado-diffusion. J'aimerais te demander ce que tu en penses de la cryptozoologie et des créatures mythiques. Bonjour. Bien évidemment, j'ai en effet vu plusieurs vidéos sur Internet de témoignages, mais ce n'est pas exactement pour cette raison que je prends aussi au sérieux la cryptozoologie. J'ai en effet une fascination pour l'histoire ainsi que pour l'étude des peuples. Les mythes, comme le monstre du Loch Ness en Écosse ou encore le Chupacabra en Amérique latine, sont des histoires transmises à travers des générations à l'oral ou encore par des récits. Encore aujourd'hui, plusieurs y croient et les témoignages vidéo, bien qu'ils soient flous, ne font que renforcer ma croyance. Merci Nicolas, c'était très intéressant. Donc, après la pause, nous allons vous présenter des experts en cryptozoologie dont les idées ressemblent à celles de Nicolas, ainsi que des scientifiques qui sont contre la cryptozoologie, dont les points de vue s'apparentent plus à ceux de Ahmed. Donc, Bernard Heuvelmans était un zoologue ayant consacré une grande partie de sa vie à la recherche en cryptozoologie. Étant l'un des premiers d'avoir publié des livres à ce sujet, il est surnommé le père de la cryptozoologie. Dans son livre intitulé Le grand serpent de mer, le problème zoologique et la solution, Heuvelmans défend l'idée que les créatures légendaires, comme le serpent de mer ou encore le yéti, pourraient exister réellement, mais seraient ignorées par la communauté scientifique. Dans son ouvrage, Heuvelmans mélange des éléments de la science traditionnelle avec des spéculations non fondées. Il utilise des descriptions parfois floues et des interprétations douteuses de certains phénomènes naturels pour soutenir ses hypothèses, ce qui lui permet de contourner les méthodes scientifiques rigoureuses. Les théories de Heuvelmans attirent souvent l'attention de ceux qui sont déjà sceptiques envers les autorités scientifiques traditionnelles, en suggérant que les grandes découvertes scientifiques ignorent ou réprimandent des faits intéressants. Cela attire ceux qui croient qu'une vérité cachée leur est dissimulée. Ces théories alimentent donc les théories du complot et suggèrent que la science officielle cache des choses à la population. Maintenant que nous avons exploré les idées d'un défenseur de la cryptozoologie, allons maintenant voir comment réfléchit un expert crédible qui est contre l'idée de la cryptozoologie. Donc, la cryptozoologie a fait l'objet de débats dans la communauté scientifique et c'est grâce à des experts comme Éric Buffetot, un paléontologue français, que cette étude peut certainement être classifiée de pseudoscience. Dans son article scientifique qui paraît dans la revue L'Éléphant, Buffetot explique que la science repose sur des preuves objectives, reproductibles et vérifiables. Or, les observations et les témoignages relatifs aux créatures cryptozoologiques manquent de rigueur. Il n'existe aucune étude fiable et contrôlée qui permettrait de démontrer l'existence de ces créatures de manière tangible. De plus, les tentatives de démontrer l'existence de certaines espèces, comme le yéti par exemple, ont échoué à fournir des preuves irréfutables. Les preuves, lorsqu'elles existent, sont souvent interprétées de manière biaisée ou déformée pour correspondre à une hypothèse préconçue. Merci Maxence. Buffetot explique aussi que la cryptozoologie repose souvent sur des croyances populaires plutôt que sur des recherches objectives.
Parfois, des données scientifiques sont manipulées ou mal interprétées pour donner une illusion de vérité. Par exemple, certaines preuves photographiques ou vidéos sont régulièrement mises en avant, mais elles sont fréquemment floues, inexactes ou prises hors de leur contexte. Dans ce sens, la cryptozoologie utilise les mêmes stratégies que d'autres pseudosciences. Elle exploite les doutes, les failles de la perception humaine et le désir de croire à l'existence de phénomènes extraordinaires. Buffeteau donne l'exemple de plusieurs mythes urbains et les démystifie dans son article. Par exemple, le chupacabra, une créature supposée sucer le sang des petits animaux, principalement des chèvres. Lorsqu'on analyse les corps des créatures prétendues tuées par le chupacabra, on constate que ces animaux sont souvent victimes de maladies connues, comme la gale, qui les rendent défigurés. L'idée du chupacabra apparaît alors comme une interprétation populaire d'événements naturels, mais qui est alimentée par la peur et les rumeurs, plutôt que par des observations scientifiques rigoureuses. Donc voilà qui conclut notre exploration de la cryptozoologie. Il est important de se rappeler que même si la cryptozoologie est extrêmement fascinante, cela n'est qu'une pseudo-science. Nous n'avons pas de preuves tangibles que ces créatures mythiques existent réellement, alors n'hésitez pas à continuer à prendre des marches en forêt. Tu ne risques pas de tomber face à un Yeti ou un Bigfoot. Enfin, je crois. Merci d'avoir écouté cet épisode où l'on a découvert l'univers fascinant de la cryptozoologie. Dans le prochain épisode, nous élargirons notre exploration face aux phénomènes qui défient les frontières de la science. Les phénomènes inexpliqués dans l'astronomie. Ne manquez pas cette nouvelle aventure fascinante. À plus tard!